19 août 1944. Les voitures allemandes s'agitent. Les Allemands partent. L'armée de fer déménage à la cloche de bois. Le départ devient une rave. Des trains de camions descendent les Champs-Élysées, chargés d'hommes et de matériel. On disait autrefois, ils nous prennent tout. Bientôt on dira, ils nous ont tout pris. Ils rôdent. Fait partie d'une retraite ou un mauvais coup? Sur ces avenues vides, Paris sent que quelque chose se prépare. Et soudain claquent les premiers coups de feu. Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus, les cris d'espérance et les ordres. Paris a compris que la libération est proche et que c'est lui-même qui doit périr. Mais avant d'aller au combat, un brin de toilette. D'un coup de balai, Paris se débarrasse de 2 chefs d'État. La décision est prise, il faut en finir. Et un bruit court de bouche à oreille, aux armes, citoyens. Ce peuple sans armes a su trouver des armes. Le feu couvre, et soudain le cœur même de Paris commence à battre et à se battre. Dans la cité, berceau de la ville, entre Notre-Dame et le palais de Saint-Louis, la préfecture de police est le premier bastion de la résistance. Derrière ces hautes murailles, se sont retranchés des hommes en uniforme bleu qui en avaient assez de saluer des hommes en uniforme vert. Parti du cœur de Paris, le mouvement s'étend, la fièvre gagne, on tire, on guette. Les FFI s'organisent sous la direction de leur chef, colonel Roll. Le premier drapeau est hissé sur la préfecture. Il n'en descend plus. Et désormais, il faudra modifier la vieille chanson française et dire « Les agents sont des gens braves ». L'appel du Comité national de la résistance a été entendu. La lutte se déchaîne. Paris a trouvé l'autre centre de son combat, l'hôtel de ville, la maison commune, l'origine de toutes nos libertés. Là aussi flotte le drapeau. Là aussi le droit de le hisser a été acheté dans le sang. Une voiture surgit du no man's land de l'insurrection. Elle conduit à l'hôtel de ville le nouveau préfet de la Seine. Monsieur Flouret. Il est accueilli par Monsieur Stéphane qui a conduit la lutte à l'intérieur de la maison. Il vient tout naturellement prendre sa place, car Paris et la France ont tout prévu et savent ce qu'ils veulent. Paris et la France ont un gouvernement. C'est hier qu'ils n'en avaient pas. Paris se bat toujours. Les mairies ont suivi l'exemple de l'hôtel de ville. Dans tous les arrondissements de Paris, la vraie France a repris sa place. Au Batignolles, la lutte a été chaude. Les Allemands ont contre-attaqué. Ils ont été vaincus. Le maire du 17e a tenu son poste. Paris est un grand pays fait de petites villes et c'est parce que chacune d'elles fait son devoir que Paris sera sauvé. Les Allemands ont fini par comprendre. Ils savent maintenant qu'on ne les laissera pas partir sans leur dire adieu. Et même, on retiendra quelques-uns d'entre eux en souvenir. Indifférents ou arrogants, il semble surtout honteux de finir la guerre entre les mains des civils. Et stupéfaits que ces francs-tireurs, qu'ils croyaient pouvoir mépriser, ne les traitent pas comme ils les auraient traités eux-mêmes. Des rafales traversent les places. On répond! À travers les bruits de la bataille, les services s'organisent.
Dans l'hôtel de ville, les Parisiennes sont à leur poste. Et l'activité des machines à écrire répond dans les bureaux au bruit des mitrailleuses. Paris se bat. La lutte commencée avec des pistolets, presque à main nue, se poursuit avec les armes prises à l'ennemi. L'ennemi est déjà réduit à se défendre et à tâter prudemment le terrain. Il envoie des chars. On les lui retourne. Déjà, il faut plus de blessés que de victoires. S'éveille, s'agite. Le peuple de Paris est à l'affût. Son premier char, il l'a pris à l'adversaire. Et il sait s'en servir. Des blouses blanches sillonnent les rues, sous les balles. Cette armée-là, elle aussi, fait héroïquement son devoir. Ce devoir qui n'est qu'à elle et qui consiste, en venant au secours de tous, à sauver aujourd'hui des vies allemandes. Mais déjà Paris a des morts à venger. Ceux-ci, les premiers de l'insurrection, 3 jeunes hommes fusillés, 3 noms qui s'ajoutent à l'interminable liste. Maintenant, c'est la vie du Paris combattant qui s'organise. Il faut bien vivre, même quand on a fait le sacrifice de sa vie. Le peuple du vin rouge aura prouvé qu'il sait se battre en buvant de l'eau, le ventre vide depuis des mois. Et pour la première fois, c'est aujourd'hui qu'on rase gratis. Mais attention, la lutte prend un autre visage. Paris retrouve dans sa mémoire, toujours vivant, le grand geste instinctif de sa défense contre les oppresseurs. Paris construit ses barricades. On abat des arbres, on arrache les pavés qu'on avait perdu d'habitude. Les sacs de sable de la défense passive servent à la défense active. Partout dans tous les quartiers de Paris, tout le monde s'y met. Les jeunes filles en robe d'été, les vieux, les jeunes. Les enfants de la guerre qui n'ont pas connu les châteaux de sable prennent leur part de ce jeu terrible. Et l'on attend. Et les barricades à travers la ville tout entière se font plus hautes, plus épaisses et plus belles. La vieille technique des grands-pères est revenue dans les mémoires. Et l'on attend encore. Et l'on est prêt. L'ennemi a hésité, reculé parfois. Il abandonne des canons qu'on retournera contre lui. Les camions chargés d'essence sont attaqués et pris. Les voitures aussi, que l'on s'empresse de camoufler et qui porteront de barricade en barricade des munitions et les ordres. Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale. Et voici du plus gros gibier, M. Stéphane Lausanne, ce journaliste qui a déshonoré Paris depuis 4 ans, pour ne pas dire plus. L'autre, c'est M. le président Devise, l'homme du tribunal spécial qui, aux ordres d'Hitler, a condamné à mort des Français. Ici, les Allemands n'ont même pas eu besoin du président Devise pour tuer.
À Romainville, avant de partir, ils ont fusillé pêle-mêle des hommes et des femmes. Une fois de plus, ils ont laissé leur marque. La signature des brutes qui ne savent signer qu'avec des croix. L'ennemi maintenant désemparé incendie les bastions qu'ils n'osent pas enlever. Et la guerre s'enfle et redouble. Elle ensanglante la ville. Contre les chars qui crachent, on se défend avec des mitraillettes. Lutte inégale, ce n'est pas le plus fort des vainqueurs. Doucement, très doucement. Au milieu des horreurs de la bataille, les combattants savent oublier la colère pour soigner et pour protéger. Jusque dans les tours de Notre-Dame, des musiciens se sont retranchés. Il faut attaquer au fusil. Un char est détruit. Un char est conquis. Les prisonniers se multiplient, et ces images sont dédiées aux millions d'hommes qui ont connu et qui connaissent encore les barbelés du Reich. Les chars arrachés à l'ennemi, on les naturalise aussitôt dans les rangs de la résistance. On les remet en marche, et ils tireront contre l'Allemand. La guerre des rues continue. Devant les façades criblées, de barricades en embuscade, les chars passent. Les hommes tirent. Des prisonniers. Des prisonniers. Et encore des prisonniers. Cet Allemand avait cru il y a 4 ans qu'il avait conquis Paris. La lutte touche à sa fin. Paris achève sa libération. Maintenant, les avant-gardes de la division Leclerc roulent vers Paris. Au milieu des hurlements de joie, les soldats casqués vont rejoindre les soldats sans uniforme de la capitale. Quelques tours de chenille et ils sont à l'hôtel de ville. Et là, dans la lueur des torches,
Ils vivent avec Paris la dernière nuit d'un cauchemar de 4 ans. Le lendemain matin, le gros des troupes vient rejoindre les avant-gardes. Une armée jeune, forte, propre, hérissée d'armes, montée sur des chars qui portent les noms de nos provinces, de nos villes, de nos femmes, entre de partout dans la ville aux 54 portes. Le passage. Les barricades rentrent dans le sol. On arrache les écriteaux qui insultaient nos carrefours. Les drapeaux jaillissent. Le blason de Paris refleurit. De toutes les fenêtres, les 3 couleurs ont giclé. Cependant, après l'héroïque combat des FFI, les derniers terriers de l'ennemi grouillent encore et les chars se préparent au combat. Ici. Vous, les archives. Alors, les archives, nous allons commencer par ici. Par ici, juste rester l'endroit de près. C'est bien. Alors, nous laissons la colonne ici. Alors, vous laissez la colonne ici. Alors, c'est ça votre commandement. Vous donnez votre officier adjoint 2 chars de ce côté et un char de l'autre. Attaquer d'abord le central téléphonique des archives. Dans les rues étroites et traîtresses du vieux Paris, les fantassins se glissent prudemment. En cercle. Guettent. L'ennemi ne tiendra pas longtemps. La commandanture de l'opéra est attaquée à son tour. La lutte est chaude à travers les places et les avenues où les chars peuvent manœuvrer. L'ennemi riposte, réussit un coup. Il faut l'attaquer partout. Là encore, il cédera, comme il cédera ailleurs. À l'hôtel Meurice, au Sénat, à l'école militaire. À l'hôtel Majestic, les Allemands se cramponnent farouchement. Acharnement symbolique. Le Majestic est leur père de leur propagande, de leur censure. L'arsenal de toutes leurs armes empoisonnées. Les hommes avancent. Patrouillent. Tirent. Cernent leur gibier. Esquivent ses ripostes. Les chars montent vers l'étoile. C'est une chasse à droite. Prudente. Où toutes les armes donnent de la voix. Celle qui gronde. Et celle qui claque. Un homme vert est sorti du Majestic. Un parlementaire.
Les pourparlers sont courts, puisqu'il ne s'agit que de soumission. Et le drapeau blanc improvisé rentre dans le blocos, dont la grille n'est plus celle d'une forteresse, mais désormais celle d'une prison. Et les hommes du Majestic sortent de cette officine d'où ils lançaient sur la France les mots d'ordre d'Hitler. Celui-ci, entre autres, nous ne capitulerons jamais. Ils ont capitulé. Et bien d'autres avec eux. Dans tous les quartiers de Paris, les Allemands ont été pris. Hier par les FFI, aujourd'hui par les hommes du général Leclerc. Et l'on voit les captifs sortir de tous ces bâtiments où ils s'étaient crus chez eux. Les longues colonnes coulent à travers les rues. Nous avons connu trop d'images semblables à celle-ci. La France pense aujourd'hui à trop de ses fils enfermés, pour ne pas dire sans haine, mais sans faiblesse. Chacun son tour. Ces hommes désarmés seront ce soir les seuls Allemands qui occuperont encore Paris. Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Paris déborde. Les troupes alliées pénètrent en masse, innombrables, joyeuses, gorgées d'essence, bardées de fer. On les acclame. La ville bouillonne. On escalade des chars. On s'embrasse. Je suis très content de Paris. L'Amérique répond comme elle peut. Le peuple de Paris est bon et joli. Et les Parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres. Samedi 26 août, une semaine, jour pour jour, après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude.
Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, va traverser la capitale sur un tapis valant d'acclamations. Précédé par les chars victorieux, entouré des généraux Leclerc, Koenig et Juin, il descend les Champs-Élysées à pied, d'en face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France et en France. De la Concorde qui plie sous le poids de la foule, le général est remonté en voiture. Et le défilé s'engage dans la rue de Rivoli, où flottaient hier encore les étendards à trois gamets. À l'hôtel de ville qui fut le premier centre de la libération, le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Déferle de rue en rue, partout, et vient éclater sur cette grande place au cœur de Paris, au cœur de la France, la place de la République.